Un rapport d'information sur la loi Egalim. Sénat français. Comme chaque année, à l'issue du cycle de négociations commerciales, le groupe de suivi des lois Egalim a entrepris un travail d'évaluation de l'application des dispositions issues des lois de 2018, 2021 et 2023, à l'amont comme à l'aval agricole. Les spécificités du contexte sorties d'une période de forte inflation des matières premières, crise agricole, tensions persistantes sur le pouvoir d'achat des Français et reconfiguration du secteur de la grande distribution le conduit cette année à formuler des recommandations en vue d'éventuelles évolutions du cadre juridique. Créé dans la foulée de l'adoption de la première loi Egalim du 30 octobre 2018, le groupe de suivi des lois Egalim mené par Daniel Gremillet et Anne-Catherine Loisier s'inscrit dans le temps long. Les rapporteurs mettent en garde contre la tentation d'un bouleversement du cadre des négociations commerciales et d'une complexification à l'heure où les acteurs sont en quête de stabilité juridique. Leurs recommandations visent avant tout à mieux appliquer et fluidifier la logique Egalim de construction du prix marche en avant. Plus globalement, ils font le constat alarmant d'un décrochage de la ferme France dans les rayons concomitants à deux phénomènes qu'ils jugent particulièrement préoccupants: l'affaiblissement de la sanctuarisation de la matière première agricole ainsi que la généralisation des centrales d'achat internationales qui contournent les lois Egalim. 1. Les lois Egalim face au contexte de volatilité des prix et au décrochage d'un ferme France. A. Une logique Egalim mise à l'épreuve en 2022 et 2023. 1. La volatilité des prix a bouleversé les négociations commerciales. 2022 et 2023 ont représenté une rupture avec la stabilité de la décennie de déflation des tarifs des produits alimentaires postérieure à la loi de modernisation de l'économie de 2008. En 2002, à la suite de l'inflation du coût des matières premières consécutive au déclenchement de la guerre en Ukraine, les tarifs négociés entre industriels et distributeurs ont rapidement été frappés d'obsolescence faute de déclenchement des clauses de révision automatique du prix. De nouvelles négociations ont eu lieu à l'été 2022. En 2023, le mécanisme inverse s'est produit. Face au ralentissement de l'inflation et aux tensions sur le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a demandé de la réouverture des négociations avant de proposer un texte visant à avancer les négociations pour obtenir des baisses de prix en mois plus tôt que prévu. Tous les acteurs auditionnés par le groupe de suivi ont fait le constat d'un climat de négociation particulièrement délétère au cours de ce cycle 2023-2024. Caractérisé par le retour du rapport de force pur et dur, la pression déflationniste du gouvernement de l'époque a conforté les demandes de baisse de tarifs des distributeurs. Cette façon de procéder partant du prix aval en déflation pour obtenir le tarif de l'industriel est aux antipodes de la logique Egalim, qui construit le prix marché en avant, afin de préserver la rémunération de l'amont agricole. 2. Le renversement de la marche en avant du prix a entraîné un affaiblissement de la sanctuarisation de la matière première agricole, MPA, pilier de la loi Egalim. En 2023, les rapporteurs ont constaté que les hausses du coût des matières premières agricoles ont parfois abouti à des baisses de tarifs. Il s'agit d'une sanctuarisation artificielle de la MPA où la négociation se reporte sur d'autres postes de coûts comme ceux des matières premières industrielles. Dans le cadre de l'option 3 de transparence sur la MPA ont été rapportés des cas d'attestation où le tiers indépendant conclut à l'impossibilité de certifier que le prix de l'année N est au moins égal à celui de l'année N-1 majoré de la hausse imputable au coût de la MPA. Dans certains cas, des enseignes ont demandé aux fournisseurs d'acter par écrit que ces attestations avec observation ne remettaient pas les accords en cause. Contrairement à l'an passé, la hausse de MPA déclarée par les industriels n'a pas été couverte par la hausse des tarifs en 2024. Si les industriels opérant en lien avec des filières agricoles en France bénéficient d'une meilleure prise en compte de leurs besoins liés à la MPA, ils souffrent d'une prise en compte bien moindre des autres postes de coûts. Ce contournement de la sanctuarisation de la MPA doit entraîner un renforcement des contrôles de la DGCCRF sur l'économie du contrat, au-delà du formalisme de ce dernier. B. Un décrochage préoccupant des marques de la ferme France dans les rayons. Les rapporteurs s'alarment du décrochage des marques de la ferme France
Outre notre balance commerciale, il se matérialise dans les rayons par une progression des produits dans la matière première agricole et d'origine Union européenne ou ailleurs, notamment au niveau des produits de marque de distributeurs, MDD. Après les années de retrait, la part de marché des produits sous MDD a augmenté et s'élève à 34% en valeur. Le groupe de suivi a été alerté à plusieurs reprises sur le fait que le recul de la consommation en 2023 a plus fortement impacté les marques nationales que les MDD. Certains acteurs l'ont expliqué par une décoloration entre la hausse du tarif consenti à l'industriel et celle du prix de vente en rayon de certains produits de marque nationale, compensée par des baisses de prix de produits MDD, notamment dans le cadre du panier anti-inflation. Si le distributeur est maître de sa stratégie commerciale, il n'est pas acceptable que les industriels aient été désignés responsables de la dégradation du pouvoir d'achat des Français, alors même que les évolutions de leurs tarifs ne reflétaient pas toujours celles des prix en rayon. La progression des MDD n'est pas sans incidence sur l'origine des matières premières. Chaque fournisseur étant libre de répondre aux appels d'offres internationaux des distributeurs. Cette guerre des prix au détriment des matières premières agricoles françaises confirme les doutes formulés de l'examen de la première loi Egalim par le Sénat. La stratégie de montée en gamme de l'agriculture française, doute par ailleurs confirmée par la non-atteinte des objectifs de produits bio et de qualité dans la restauration collective publique. Les lois Egalim souffrent d'un déficit d'application, voire de contournement. A. La contractualisation écrite et les indicateurs sont loin d'être généralisés. 1. En principe obligatoire, la contractualisation écrite n'est pas devenue la norme. Les rapporteurs déplorent que la contractualisation écrite généralisée par la loi Egalim 2 soit faiblement appliquée. Au sein des filières soumises à l'obligation, c'est-à-dire la quasi-totalité des productions animales, la contractualisation est peu développée. Hormis dans la filière laitière où la contractualisation est ancrée pour des raisons historiques, dans la filière bovine où elle a été généralisée à partir de 2022, le taux de contractualisation est passé de seulement 7% en 2022 à 25% fin 2023. Les rapporteurs appellent les interprofessions à poursuivre les efforts d'accompagnement à la contractualisation. Pour les rapporteurs, davantage pourrait être fait notamment au niveau des interprofessions pour encourager la contractualisation écrite. La publication d'un bilan annuel des contrôles de la DGCCRF permettrait par ailleurs de mieux suivre la contractualisation. À l'heure actuelle, outre une application lacunaire, de nombreuses filières sont exemptées, par voie réglementaire, de l'obligation de contractualisation écrite, notamment les productions végétales comme les céréales, les riz, le lin et le chanvre, les oléoprotéagineux, les fruits et légumes, certains vins, plantes et les produits de l'apiculture. Néanmoins, certaines d'entre elles ont récemment indiqué être volontaires pour entrer dans le champ de la contractualisation écrite obligatoire. Les rapporteurs accueillent positivement les demandes des filières volontaires pour entrer dans le champ de la contractualisation écrite obligatoire et préconisent à ce titre de réexaminer la liste des filières exonérées au niveau réglementaire. De même que le seuil de chiffre d'affaires d'exemption, notamment via un seuil par acheteur aux relations d'affaires, des indicateurs de référence peu généralisés malgré leur intérêt. Malgré une application encore lacunaire, il y a bien eu un avant et un après Egalim. En ce qui concerne les dialogues entre les organisations de producteurs et les entreprises, les indicateurs fournissent une base de discussion ainsi qu'un référentiel fiable et objectif. Cependant, de nombreux indicateurs ne sont tout simplement pas publiés par des interprofessions, parfois faute d'accord entre les acteurs. Les rapporteurs enjoignent les interprofessions à prendre leurs responsabilités pour publier ces indicateurs de référence. B. Les centrales d'achat internationales poursuivent leur contournement malgré la loi du 30 mars 2023. Au-delà d'un objectif de mutualisation des achats, les centrales d'achat basées à l'étranger sont devenues un moyen de contourner les lois Egalim, voire le support de pratiques commerciales abusives. Environ 20% en valeur ou jusqu'à 50% en volume, des produits commercialisés par la grande distribution en France pourraient être négociés à l'étranger. Les industriels sont de plus en plus nombreux à être convoqués par ces structures internationales qui ne se limitent plus aux multinationales mais intègrent aussi des PME et ETI.
À ces centrales internationales d'achat s'ajoutent des centrales de services commerciaux qui se superposent à des services déjà payés au niveau national et peuvent s'apparenter à un droit d'entrée en négociation sans contrepartie économique réelle. Pour les rapporteurs, la progression des centrales d'achat s'explique par deux raisons. D'une part, les distributeurs considèrent que ceux qui n'ont pas recours aux centrales basées à l'étranger subissent un désavantage concurrentiel. D'autre part, malgré l'affirmation par la loi du 30 mars 2023, EGalim 3, du caractère d'ordre public des dispositions du cadre EGalim applicables à tout produit commercialisé sur le territoire français, leurs pratiques ne sont pas systématiquement sanctionnées. Les rapporteurs saluent l'initiative européenne visant à créer un cadre commun de régulation des pratiques centrales et à renforcer la coopération des autorités de répression des fraudes. Dans l'attente, il est nécessaire de ne pas amoindrir la portée de ce qui a été voté en 2023 et de systématiser les sanctions. Même en présence de suites contentieuses, les montants des amendes sont provisionnés par les distributeurs immobilisant de la trésorerie. Sans attendre l'aboutissement du projet EGalim européen, les rapporteurs appellent le ministre à prononcer systématiquement des sanctions à l'encontre des centrales étrangères qui ne respectent pas le cadre défini par des lois EGalim. Il exhorte les entreprises à faire preuve de responsabilité en adoptant une charte visant à exclure les produits à forte composante de MPA des négociations avec centrales d'achat internationales. Il préconise que la DGCCRF transmette chaque année au Parlement les données relatives aux négociations effectuées en droit étranger. 3. En amont comme en aval, améliorer sans rigidifier. Les rapporteurs estiment contradictoire le procès en efficacité des lois EGalim, en parallèle d'une volonté de certains de l'étendre à tous les débouchés de l'agriculture. Plutôt qu'un grand soir des négociations commerciales, alors que les acteurs sont encore en phase d'appréhension de dispositifs votés en 2023 et aspirent à la stabilité juridique, ils préconisent de renforcer l'application des lois EGalim et d'en améliorer certains paramètres. Dans les négociations amont, créer les conditions de la marche en avant du prix sans complexifier la négociation. Les rapporteurs mettent en garde contre la tentation de rigidifier les relations amont alors que la contractualisation est loin d'être généralisée. Bien sûr, il est souhaitable que le fournisseur de la grande distribution ait conclu son contrat avec l'amont agricole avant d'entrer en négociation avec les enseignes afin de disposer du coût de la MPA et des indicateurs associés. Ce séquençage matérialise en effet la construction du prix marche en avant. Pour les rapporteurs, il est donc utile de rappeler ce séquençage qui est dans l'intérêt de toutes les parties, sans pour autant aller jusqu'à l'instauration d'une date butoir amont. Les rapporteurs recommandent que l'industriel mentionne dans ses conditions générales de vente les indicateurs utilisés à l'amont pour fixer le prix de la matière première agricole. De nombreux acteurs auditionnés ont souligné que les acheteurs contestent parfois les indicateurs proposés par les producteurs pour chercher à imposer d'autres indicateurs, moins représentatifs de la réalité économique du producteur. À l'heure actuelle, la proposition de contrat ou d'accord cadre inclut obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Mais la formule de détermination ou de révision du prix finalement négocié inclut aussi d'autres indicateurs avec une pondération librement déterminée par les parties. Afin de sécuriser les producteurs face à la volatilité des prix de produits agricoles et alimentaires, les rapporteurs recommandent qu'un poids prépondérant soit donné aux indicateurs de coûts de production dans les formules de détermination et de révision du prix. Ils recommandent par ailleurs de systématiser le recours aux indicateurs de référence proposés par le producteur au sein des propositions de contrat ou d'accords cadres. B. Fluidifier les négociations aval. 1. La pertinence d'une date butoir aval. Les rapporteurs estiment que le principe d'une date butoir annuelle des conclusions et des conventions entre industriels et distributeurs ne doit pas être remis en cause. Elle est désormais ancrée dans les pratiques des professionnels, facteur de stabilité juridique. Sous réserve de disposer d'un délai de prévenance suffisant pour ne pas revivre l'impréparation du cycle 2023 et 2024, un délai de négociation de 2 mois jusqu'à fin janvier serait pertinent.
La négociation est souvent bloquée pendant un mois avant de s'accélérer juste avant la date butoir. Raccourcir la négociation permettrait d'alléger les ressources d'une entreprise dédiée. Un quart de l'année à ces négociations commerciales. Les rapporteurs préconisent de préserver le principe d'une date butoir fixe tout en prévoyant pour le cycle postérieur à 2025 des négociations plus courtes closes au 1er janvier. Plus souple que l'inscription d'un seuil de chiffre d'affaires dans la loi, la pratique de négociation anticipée des TPE et PME, déjà formalisée au moyen de chartes avec la grande distribution, doit être encouragée pour les entreprises volontaires. 2. Des clauses de révision qui doivent être améliorées au service de la sanctuarisation de la matière première agricole. Depuis la loi Egalim 2, les contrats amont et aval incluent une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, MPA. Malgré leur intérêt démontré lors des récentes variations du coût des matières premières, leur fonctionnement demeure insatisfaisant. D'après le médiateur des relations commerciales agricoles, elles ont été activées dans seulement 20% des cas en 2023. Pour les rapporteurs, le principal défaut tient à ce qu'elles ne soient pas soumises au principe de non-discrimination et font parfois l'objet d'une négociation dans la négociation, visant la fixation de seuils très élevés de déclenchement ou l'utilisation d'indicateurs non représentatifs des prix d'achat réels des industriels. Ces clauses de révision automatique du prix devraient figurer dans les conditions générales de vente de l'industriel afin d'être soumises au principe de non-discrimination et d'être incluses au socle unique de la négociation. En conséquence, la clause de renégociation automatique, source de confusion et peu utilisée, pourrait être remplacée par une clause tenant compte de l'évolution du coût des matières premières industrielles. 3. Une avancée notable concernant les pénalités logistiques qu'il faut poursuivre. Les acteurs auditionnés par le groupe de suivi sont unanimes sur l'avancée qu'ont représenté les lois Egalim 2 et Egalim 3. En matière d'encadrement des pénalités logistiques, les déductions d'office ont quasiment disparu et la part de pénalités infligées sans justification a diminué. Des progrès restent à accomplir concernant la preuve du préjudice rarement apporté et l'interprétation parfois divergente entre distributeurs et fournisseurs de l'assiette des pénalités et du taux que nous avons fixé en 2023, qui est un plafond et non un forfait. Le rapporteur recommande de préciser encore davantage les modalités d'application de l'encadrement des pénalités logistiques et de renforcer les contrôles de la preuve du préjudice. 4. L'expérimentation du préavis en l'absence d'un accord de premier bon résultat. Introduite par la loi Egalim 3, l'expérimentation de la possibilité pour le fournisseur d'appliquer un préavis de rupture en l'absence d'accord entre les parties à la date butoir a joué son rôle. Ce préavis permet de corriger partiellement le rapport de force qui permettait au distributeur de rompre la relation commerciale en l'absence d'accord à la date butoir. Ce préavis ne doit pas placer une partie dans une situation plus favorable qu'une entreprise ayant conclu sa convention dans les délais. Le prix appliqué doit tenir compte des conditions économiques du marché. Le médiateur, saisi d'une quinzaine de cas, a ainsi demandé aux parties de lui transmettre les prix pratiqués par les autres fournisseurs ou enseignes, ce qui n'a pas posé de difficultés. Les rapporteurs saluent ces premiers bons résultats qui plaident pour une prolongation. C. Mieux évaluer le relèvement du seuil de revente à perte SRP plus 10%. Les rapporteurs déplorent l'absence d'évaluation du SRP+, prolongé par la loi ASAP de 2020 jusqu'au 15 avril 2025. Ils rappellent la circonspection du Sénat dès 2018 sur ce dispositif inflationniste, qui n'a pas démontré son effet en cascade sur la rémunération du producteur. Le rapport d'évaluation remis au Parlement en mai 2024 ne fait que constater l'impossibilité pour les distributeurs de rendre compte de l'usage de ce surplus de chiffre d'affaires après 2019. Malgré tout, les rapporteurs sont conscients des effets néfastes pour les agriculteurs d'une guerre des prix entraînée par la fin du SRP plus 10%, ce qui plaide pour sa prolongation. Les rapporteurs demandent une évaluation des effets du dispositif, y compris sur les produits vendus sous MDD, préalable indispensable à une pérennisation. Pendant du SRP plus 10%, l'expérimentation de l'encadrement des promotions a été prolongée jusqu'en 2026.
Son extension à tous les produits de grande consommation a porté ses fruits et a permis, par exemple, une hausse du nombre de références aux promotions ou au lancement de nouveaux produits sous des catégories habituellement très bataillées en promotion. Les rapporteurs sont en faveur de la prolongation du dispositif au-delà de 2026. Ils mettent en garde contre le cagnotage qui se développe en alternative aux promotions désormais encadrées sans avoir le même intérêt en termes de développement de volume. Enfin, les rapporteurs s'alertent de la hausse des dépenses publicitaires de la grande distribution ces dernières années. En 2023, les 3 premiers annonceurs en France sont des distributeurs. Les rapporteurs préconisent une évaluation des effets sur l'amont agricole de la publicité comparative portant sur les prix des denrées alimentaires avec des possibilités d'encadrement. L'impossibilité. Attends. Une avancée. C'est déjà fait. Les lois Egalim face au contexte de volatilité des prix et au décrochage de la Ferme France. Une logique Egalim mise à l'épreuve en 2022 et 2023 par la volatilité des prix. Les 3 derniers cycles de négociations commerciales entre industriels et distributeurs ont représenté une rupture avec la stabilité de la décennie de quasi-déflation des tarifs, postérieure à la loi de modernisation économique du 5 août 2008. À la suite du cycle de négociations commerciales de 2021-2022, les tarifs 3 fois nets négociés à partir du 1er mars 2022 étaient en hausse de 3,5% par rapport aux tarifs de l'année précédente. Ces tarifs ont rapidement été frappés d'obsolescence en raison de l'effet conjugué de la reprise économique mondiale, des événements climatiques extrêmes, du contexte international de repli commercial de la guerre en Ukraine. De nouvelles négociations ont été ouvertes à partir d'avril 2022. En 2023, le mécanisme inverse s'est produit. Les négociations menées en décembre 2022 et mars 2023 ont abouti à une hausse des tarifs sans précédent de 9% en moyenne par rapport à l'année 2022. La demande industrielle, qui s'élevait à 14% en moyenne, était justifiée par une explosion des coûts de matières premières industrielles, notamment ceux relatifs à l'énergie, au transport, aux emballages, au coût de la main-d'œuvre liée à la hausse du SMIC et à la pâte à papier. Selon l'Observatoire des négociations commerciales, en prenant en compte les hausses résultant au cycle de négociation de l'année précédente, 3,5%, et des revalorisations intermédiaires intervenues entre mars et novembre 2022, la hausse des tarifs a atteint 16% entre mars 2022 et mars 2023. Ces hausses ont rapidement été remises en cause par le ralentissement de l'inflation, notamment au niveau des cours mondiaux de certaines matières premières. Le gouvernement, au niveau des cours mondiaux de certaines matières premières, le gouvernement a donc appelé à la réouverture des négociations à l'été 2023, dès avril 2023. Le ministre de l'économie a appelé les plus grands industriels à s'inscrire dans une perspective volontaire de renégociation infra-annuelle pour revoir les prix à la baisse. Les plus grandes associations d'industriels de l'agroalimentaire se sont ainsi engagées à inviter les 80 plus grands industriels parmi leurs adhérents à rouvrir ces négociations dès lors qu'ils remplissaient certaines conditions, avoir vu le prix de cession de leurs produits augmenter de plus de 10% dans les conventions signées au 1er mars 2023 et avoir connu une baisse du coût de l'un de leurs entrants de plus de 20% depuis le 1er mars 2023. Néanmoins, peu d'industriels semblent avoir renégocié dans ce cadre, faute de remplir les critères. Quelques-uns ont renégocié leurs tarifs sur une base volontaire, tandis que d'autres ont consenti à de nouvelles promotions. Le gouvernement a ensuite déposé un projet de loi visant à avancer les négociations pour obtenir des baisses de prix un mois plus tôt que prévu, 1er février au lieu du 1er mars 2024. Ce texte a été promulgué le 17 novembre 2023. Les acteurs auditionnés
par le groupe de suivi ont fait le constat d'un climat de négociation particulièrement délétère au cours de ce cycle 2023-2024. Selon eux, il a été caractérisé par le retour du rapport de force pur et dur. La pression déflationniste du gouvernement de l'époque a conforté les demandes de baisse de tarifs des distributeurs. Pour les rapporteurs, la méthode illustrée en 2023 et 2024, partant du prix en aval en déflation pour obtenir le tarif de l'industriel, est aux antipodes de la logique Egalim, qui construit le prix en marche en avant afin de préserver la rémunération de l'amont agricole. Les demandes des fournisseurs s'établissaient à 4,5% en moyenne, avec des demandes de hausse particulièrement importantes pour des produits comme de l'huile, le chocolat, le café, la biscuiterie, les boissons sucrées et les sauces. Les contre-propositions des distributeurs étaient principalement en déflation pour l'ensemble des catégories, moins 3,5% en moyenne, et pour une grande majorité de fournisseurs. À l'issue des négociations, l'évolution globale des tarifs convenus était de plus 0,8%, selon la DGCCRF. Les industriels et les distributeurs auditionnés par le groupe de suivi ont quant à eux rapporté les tarifs négociés globalement en moyenne entre moins 1% et plus 1%. Au total, il ne semble pas que ces négociations anticipées aient entraîné des baisses de prix significatives. En mars 2024, l'inflation a un mois été de moins 0,2% sur les produits de grande consommation, frais et libre-service. Au sein des grandes surfaces alimentaires, soit à un niveau comparable à celui constaté dès les 6 mois précédents. Les rapporteurs tirent de ces 3 cycles de négociation commerciale atypique que le cadre issu des lois Egalim, tel qu'appliqué actuellement, n'est pas adapté à la période de volatilité des prix récente. Ils mettent en garde contre le renversement de la logique Egalim en 2024, où la pression déflationniste tout au bout de la chaîne agricole a remis en cause le principe de construction du prix marche en avant. B. Un décrochage préoccupant des marques nationales de la ferme France dans les rayons. Les rapporteurs s'alarment du décrochage des marques nationales de la ferme France, propos sous-jacents à de nombreuses auditions menées. Ce décrochage se matérialise bien évidemment par la reconduction de l'excédent commercial de l'agroalimentaire, qui, bien que tiré vers le haut par les performances à l'export de nos vins et spiritueux, est passé de 12 milliards d'euros en 2011 à 6,5 milliards en 2023. Il se manifeste aussi dans les rayons de la grande distribution. Les rapporteurs ont été alertés par les progressions des produits d'origine Union européenne, notamment en raison de la guerre des prix et du contexte de tension sur le pouvoir d'achat où les consommateurs plébiscitent le prix le plus bas. Cette guerre de prix se fait souvent au détriment de produits de marques nationales. Ce constat s'inscrit dans la lignée des constats du groupe de suivi depuis 2018, au gré des différentes lois Egalim. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de la Commission des affaires économiques que la loi du 30 mars 2023, Egalim 3, a soumis les produits vendus sous marque de distributeur MDD au principe de non-négociabilité de la matière première agricole à partir du 1er avril 2023. Après plusieurs années de retrait, la part de marché des produits sous MDD progresse dans un contexte d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat. En 2023, leur part de marché est de 34% en valeur. Le groupe de suivi a été alerté par plusieurs reprises sur le recul de la consommation en 2023 qui a plus fortement fragilisé les marques nationales que les MDD. Ces dernières se sont globalement stabilisées. Les produits premier prix, qui représentent 2% du marché, ont quant à eux connu une hausse de volume de près de 17%. Certains acteurs auditionnés m'ont expliqué par une décorrélation entre la hausse du prix de vente en rayon de certains produits et la hausse de tarifs consentis à l'industriel, permettant aux distributeurs de compenser des baisses de prix de produits MDD, notamment dans le cadre du panier anti-inflation. Si le distributeur reste maître de sa stratégie commerciale, il n'est pas acceptable que les industriels aient été désignés comme responsables de la dégradation du pouvoir d'achat des Français.
Si sous certains produits, les évolutions de leurs tarifs ne reflétaient pas toujours celles des prix en rayon, le rapporteur constate une dynamique de baisse de l'inflation des produits premier prix et des produits vendus sous MDD entre mars 2023 respectivement plus 21% et 19% d'inflation sur un an, et mai 2023 respectivement plus 18% et plus 16% sur un an. À l'inverse, l'inflation sur les produits de marque nationale augmente légèrement entre mars 2023 et mai 2023. Cette période correspond à celle de l'opération du trimestre anti-inflation, à partir de mi-mars 2023. Le gouvernement a lancé une opération dans le cadre de laquelle les distributeurs se sont engagés à mener un effort de modération tarifaire sur un nombre élevé de références librement choisies par eux correspondant à des produits de première nécessité, des produits alimentaires et des produits du quotidien. Selon des estimations réalisées en mars, la quasi-totalité des produits concernés relevaient de marques distributeurs MDD ou de premier prix. Selon la DGCCRF, entre 15 mars et fin avril, le prix total du premier panier constitué de l'ensemble des produits proposés a baissé d'environ 13%. La question de la progression des MDD au détriment des marques nationales n'est pas sans incidence, l'origine des matières premières. Chaque fournisseur est libre de répondre aux appels d'offres internationaux des distributeurs pour leurs produits en MDD. Le critère le plus important étant le prix. Cette guerre des prix qui peut désavantager les matières premières agricoles françaises rejoint les doutes formulés dès l'examen de la première loi Egalim par le Sénat sur la stratégie de montée en gamme, considérée pendant des années comme le principal horizon de l'agriculture française. Les rapporteurs en voient aussi pour preuve les objectifs non atteints d'approvisionnement de la restauration collective publique en produits biologiques et sous-signe d'identification de la qualité et de l'origine. Alors même que nous ne disposons pas d'objectifs ni de suivi concernant les produits d'origine France, la mention de l'origine au sein des appels d'offres étant proscrite par le Code de la commande publique, les lois Egalim souffrent d'un déficit d'application, voire de contournement. La contractualisation écrite et les indicateurs sont loin d'être généralisés. La contractualisation amont entre producteurs et acheteurs est un volet structurant du dispositif Egalim, destiné à mieux préserver la rémunération des agriculteurs. Selon les chiffres transmis par la DGCCRF, le nombre de contrôles effectués sur l'amont agricole a augmenté de 80% entre 2022 et 2023. Ils ont notamment porté sur la présence d'un contrat écrit pour les filières pour lesquelles elle est obligatoire, notamment les filières animales, les filières laitières et quelques appellations viticoles. En principe obligatoire, la contractualisation écrite n'est pas suffisamment appliquée à l'amont agricole. Les rapporteurs déplorent que la contractualisation écrite, généralisée par la loi dite Egalim 2 de 2021, soit faiblement appliquée et peu progressée depuis. Au sein des filières qui sont légalement soumises à l'obligation, c'est-à-dire la quasi-totalité de production animale, la contractualisation est peu développée, hormis pour la filière laitière où elle est historiquement plus ancrée depuis 2011. Dans la filière bovine où elle a été généralisée, à partir de 2022, le taux de contractualisation déclaré en volume entre les abattoirs et leurs apporteurs est passé de seulement de 10% en 2022 à 25% fin 2023. Selon l'Observatoire de la contractualisation bovine, mis en place par l'interprofession Interbev, la DGCCRF constate également que les 180 contrôles menés en 2023 ont fait ressortir de nombreux manquements avec une insuffisante application de la loi, notamment l'absence de proposition de contrat émanant du producteur agricole ou de son groupement à son acheteur. Ces constats ont justifié l'inflexion apportée à l'orientation pédagogique mise en œuvre lors des premières années d'application de la loi compte tenu de la fragilité du secteur. Ainsi, en 2024, 4 injonctions ont été prononcées sur la base de constats de 2023 à l'égard d'acheteurs de taille significative concernant
Des défauts de contractualisation de 2 avertissements ont été adressés à des professionnels au titre de manquements constatés en 2023 dans les filières bovines. 2. Des indicateurs de référence peu généralisés malgré leur intérêt. D'après de nombreux acteurs auditionnés, les indicateurs ont entraîné un avant et un après. Egalim. En ce qui concerne les dialogues entre les organisations de producteurs et les entreprises, car ils fournissent une base de discussion ainsi qu'un référentiel fiable et objectif. Néanmoins, de nombreux indicateurs ne sont pas publiés par les interprofessions. Parfois, faute d'accord entre les acteurs, ainsi pour les vaches laitières et les brebis de réforme. Pour certains animaux reproducteurs, certains vins, le lait de vache bio, les productions céréalières bio ou de nombreux fruits et légumes, il n'existe pas d'indicateur de référence émis par l'interprofession. L'absence de ces indicateurs peut avoir un impact sur les clauses de révision automatique qui sont en vertu de la loi Egalim 2, obligatoirement intégrées dans les contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs. La formule de révision inclut des indicateurs, dont obligatoirement des indicateurs relatifs au coût de production en agriculture lorsque l'acquisition de la matière première agricole fait l'objet d'un contrat écrit. Les rapporteurs enjoignent les interprofessions à prendre leurs responsabilités pour publier ces indicateurs de référence. B. À l'aval un récent affaiblissement de la sanctuarisation à la matière première agricole, pilier d'Egalim. En 2023, les rapporteurs ont constaté que des hausses du coût des matières premières, notamment agricoles, ont parfois abouti à des baisses de tarifs. Octroyées par les distributeurs ou aux industriels, il s'agit d'une sanctuarisation artificielle de la matière première agricole MPA, où la négociation se reporte sur d'autres postes de coûts comme ceux des matières premières industrielles, du transport ou du travail en raison de la hausse du SMIC. La sanctuarisation de la matière première agricole est en effet inopérante si la négociation se reporte de fait sur les matières premières industrielles. La matière première agricole représente rarement plus de 50% du tarif, même pour un produit très peu transformé tel que le lait. Elle représente même moins de 15% du tarif de produits ultra transformés. La majeure partie du tarif reste donc négociable. Contrairement à l'an passé, les conclusions de l'Observatoire des négociations commerciales confirment que la hausse moyenne de MPA déclarée par les industriels n'a pas été couverte par la hausse des tarifs en 2023-2024. L'ILEC a indiqué au groupe de suivi noté une baisse de 20 points du taux de sanctuarisation de la MPA de ses adhérents, tandis que d'autres fédérations industrielles auditionnées font état d'évolution des tarifs en décalage de la hausse de la part MPA. De même, si les industriels opérant en lien avec des filières agricoles situées en France bénéficient d'une meilleure prise en compte de leurs besoins liés à la MPA, ils souffrent d'une prise en compte bien moindre des autres postes de coûts. Cela a abouti en 2023-2024 à une prise en compte totale des coûts de production moins satisfaisante pour l'agroalimentaire français. Une enquête a été lancée début mars 2024 par la DGCCRF afin de vérifier le respect de la sanctuarisation de la MPA. Dans le cadre de celle-ci, des tiers indépendants, dans le cadre de l'option 3 de transparence, ont produit des attestations avec observation montrant leur impossibilité de certifier que le prix de l'année N est au moins égal à celui de l'année précédente, majoré de la hausse imputable au coût de la matière première agricole. Dans certains cas, certaines enseignes ont demandé aux fournisseurs d'acter par écrit que ces attestations avec observation ne remettaient pas les accords en cause. C. Les centrales d'achat internationales poursuivent leur contournement malgré la loi Descrozaille. La multiplication des centrales d'achat basées à l'étranger depuis 2016 va au-delà d'un objectif de mutualisation des achats à l'échelle européenne. Ces centrales sont devenues le moyen de contourner les obligations liées aux lois Egalim, votées depuis 2018, voire parfois le support de pratiques commerciales abusives.
Elle se contente de négocier les contrats et ne réalise aucun acte d'achat correspondant à des flux de marchandises. Plusieurs centrales d'achat ont été sanctionnées pour non-respect du formalisme du contrat en vertu des lois Egalim, notamment pour non-respect de la date butoir de clôture des conventions, fixée habituellement au 1er mars mais au 15 janvier 2024 ou au 31 janvier 2024 lors du dernier cycle de négociations conformément à la loi du 17 novembre 2023. En août 2020, une amende administrative de 6,34 millions d'euros a ainsi été infligée à la centrale Eurlec pour non-respect date butoir du 1er mars. Elle a demandé l'annulation de cette demande rejetée par le tribunal administratif de Paris le 23 juin 2022. Eurlec a fait appel. La loi du 17 novembre 2023 a relevé de 1 million d'euros à 5 millions d'euros le montant de l'amende en cas d'absence de conclusion de la convention à la date butoir. Or, début 2024, deux centrales d'achat négociant avec les plus gros fournisseurs français en vue de commercialiser des produits sur le territoire français se sont affranchis de la date butoir. Des pré-amendes ont été envoyés par la DGCCRF à ces deux centrales entre février et mai 2024. La centrale Eurlec a notamment été sanctionnée en août dernier à hauteur de 38 millions d'euros. Selon différentes données obtenues par le groupe de suivi, environ 20% en valeur et jusqu'à 50% en volume, des produits commercialisés par la grande distribution en France pourraient être négociés à l'étranger. Les industriels auditionnés par le groupe de suivi indiquent qu'ils sont de plus en plus nombreux à être convoqués à la table des négociations avec ces structures internationales qui ne se limitent plus aux multinationales mais intègrent aussi des PME et ETI. À ces centrales internationales d'achat s'ajoutent des centrales de services. Ces services se superposent aux services déjà négociés au niveau national, mais ne sont pas, contrairement à ces derniers et en méconnaissance de la loi, pris en compte dans la construction du tarif de l'industriel, voire sont fictifs. Ainsi, H-Corps, centrale d'Intermarché, a été assignée en 2021 à hauteur de 150 millions d'euros, car elle facturait des services à faible impact commercial qui n'étaient pas demandés par les industriels, mais constituaient en réalité un droit d'entrée en négociation sans contrepartie économique réelle. En janvier 2022, l'enseigne Intermarché a également fait l'objet d'une amende administrative d'un montant de 20 millions d'euros pour les pratiques de cette même centrale de services pour ne pas avoir fait figurer les services internationaux fournis dans la convention signée avec ses fournisseurs français. Plusieurs distributeurs ont contesté la compétence des autorités françaises pour les sanctionner ainsi que celle du juge français malgré l'affirmation par la loi le 30 mars 2023 du caractère d'ordre public. Des dispositions du Code de commerce relatives aux négociations commerciales introduites par les lois Egalim, ainsi Eurlec et d'autres entités du mouvement Leclerc, assignées par le ministre de l'économie devant le tribunal de commerce de Paris en juillet 2019 pour déséquilibre significatif à hauteur de 120 millions, ont contesté la compétence du juge français retardant ainsi le démarrage des débats au fond. La compétence du juge français a été confirmée par la Cour d'appel en février 2024. De même, l'entité belge d'Intermarché a soulevé une exception d'incompétence à la suite de son assignation en 2021 pour les pratiques d'H-Corps. Enfin, Eurlec a engagé plusieurs procédures devant les juridictions belges visant à interdire tout acte d'enquête de la DGCCRF visant Eurlec, ses membres et même ses fournisseurs établis en France. Pour les rapporteurs, la progression des centrales d'achat s'explique par deux raisons. D'une part, les distributeurs considèrent que ceux qui n'ont pas recours aux centrales basées à l'étranger subissent un désavantage concurrentiel. Ainsi, en septembre dernier, Intermarché a finalement rejoint la centrale
Everest, Via, Aura, Retail, Intermarché, Auchan, Casino. D'autre part, malgré l'affirmation par la loi de Grosailles en 2023 du caractère d'ordre public des dispositions du cadre EGalim applicables à tout produit commercialisé sur le territoire français, leurs pratiques ne sont pas systématiquement sanctionnées. Les suites contentieuses et les conflits de compétences ayant abouti à un arrêt de la Cour de justice européenne en 2022 semblent avoir renforcé la prudence des autorités. C'est d'autant plus regrettable que les sommes auxquelles sont condamnés les distributeurs sont provisionnées, occasionnant des pertes en trésorerie, même en présence de suites contentieuses. 3. 20 recommandations pour améliorer sans rigidifier les relations commerciales en amont comme en aval. Les rapporteurs estiment contradictoire le procès en inefficacité des lois EGalim en parallèle d'une volonté de certains de l'étendre à tous les débouchés de l'agriculture. Plutôt qu'un grand soir des négociations commerciales, alors que les acteurs sont encore en phase d'appréhension des dispositions votées il y a moins de 2 ans et aspirent à de la stabilité juridique, les rapporteurs préconisent plutôt de renforcer l'application des lois EGalim et d'en améliorer certains paramètres. A. Dans les négociations amont, créer les conditions de la marche en avant du prix sans complexifier la négociation. 1. Généraliser la contractualisation amont. À l'heure actuelle, outre une application lacunaire, de nombreuses filières sont exemptées par voie réglementaire de l'obligation de contractualisation écrite, notamment les productions végétales comme les céréales, le riz, le lin et le chanvre, les oléoprotéagineux, les fruits et légumes, certains vins, plantes et les produits de l'apiculture. Néanmoins, certains d'entre elles ont récemment indiqué être volontaires pour entrer dans le champ de la contractualisation écrite obligatoire. En effet, la pression commerciale peut fragiliser les producteurs opérant dans certains de ces filières qui sont fortement atomisées et soumises aux aléas climatiques, avec une forte pression commerciale en raison d'une demande très concentrée. Les rapporteurs accueillent positivement les demandes de filières volontaires pour entrer dans le champ de la contractualisation écrite obligatoire. Ils préconisent à ce titre de réexaminer la liste des filières exonérées au niveau réglementaire, de même que le seuil de chiffre d'affaires des exemptions, notamment via un seuil par acheteur aux relations d'affaires. Plus globalement, pour soutenir l'application de la contractualisation écrite, les rapporteurs appellent les interprofessions à poursuivre les efforts de mise en place d'outils et d'actions d'accompagnement des opérateurs à la contractualisation. Ils saluent en outre la mise en place d'un observatoire de la contractualisation par la filière bovine qui permet de suivre la contractualisation avec des données chiffrées. Alors que le volet sanctions lié à l'obligation de contractualisation écrite n'a été mis en œuvre que récemment, depuis fin 2023, les rapporteurs recommandent de poursuivre et renforcer les efforts d'accompagnement et de sensibilisation des interprofessions, tout en rendant publics les enseignements de contrôle de la DGCCRF à la suite de ces contrôles. 2. Renforcer le poids des indicateurs. En ce qui concerne les indicateurs, de nombreux acteurs auditionnés ont souligné que contrairement à l'intention du législateur, les acheteurs contestent parfois les indicateurs proposés par les producteurs au sein des propositions de contrats ou contrats cadres pour chercher à imposer d'autres indicateurs, parfois privés et payants. Or, un principe fondamental des lois EGalim est que la proposition de contrat ou d'accord cadre est à la main du producteur qui en maîtrise la négociation des principaux éléments. Les rapporteurs estiment essentiel de systématiser le recours aux indicateurs de référence lorsqu'ils ont été proposés par le producteur au sein des propositions de contrat ou d'accord cadre. Aujourd'hui, le contrat ou l'accord cadre résultant de la négociation inclut un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production
en agriculture et à l'évolution de ses coûts, présent au sein de la proposition de contrat ou d'accord cadre, et qui fait donc office de socle unique de la négociation. Néanmoins, la pondération des indicateurs au sein de la formule de détermination ou de révision du prix est librement déterminée par les parties qui intègrent. Outre les indicateurs relatifs au coût de production, des indicateurs relatifs au prix de marché, des indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits. Dès lors, afin de sécuriser les producteurs face à la volatilité des prix des produits agricoles et alimentaires, un poids prépondérant pourrait être donné aux indicateurs de coût de production dans les formules de détermination et de révision du prix. Ces recommandations vont de pair avec celles appelant des interprofessions à publier les indicateurs de référence. 3. Gare à la rigidification des relations contractuelles. Les rapporteurs mettent en garde contre la tentation de rigidifier à outrance les relations amont entre les producteurs et leurs premiers acheteurs. Pour eux, une date butoir amont produirait cet écueil de même qu'un prix plancher. Bien sûr, il est souhaitable que le fournisseur à la grande distribution ait conclu son contrat avec l'amont agricole avant d'entrer en négociation avec les enseignes, afin de disposer du coût de la MPA et des indicateurs associés. Le principe selon lequel le contrat amont doit être conclu avant l'envoi des conditions générales de vente des industriels aux distributeurs matérialise en effet la construction du prix. Marche en avant. Pour les rapporteurs, il est donc utile de rappeler ce séquençage qui est dans l'intérêt de tous les partis sans pour autant aller jusqu'à l'instauration d'une date butoir dans un contexte où la contractualisation écrite est loin d'être généralisée. Les rapporteurs souhaitent que l'intérêt du séquençage de la négociation de l'amont vers l'aval soit rappelé. Néanmoins, plutôt que date butoir amont, les rapporteurs sont favorables à la mention au sein des CGV envoyés par l'industriel aux distributeurs des indicateurs qui ont été utilisés pour déterminer le prix de la MPA à l'amont. B. Dans les négociations aval, des dispositifs à améliorer pour fluidifier les relations. 1. La pertinence d'une date butoir aval. Les rapporteurs estiment que le principe d'une date butoir annuelle de conclusion des conventions entre industriels et distributeurs ne doit pas être remis en cause. Des négociations flottantes placeraient selon eux les industriels dans un rapport de force déséquilibré à l'égard de la grande distribution. La date butoir est désormais ancrée dans les pratiques des professionnels, facteur de stabilité juridique. Tous les acteurs auditionnés par le groupe de suivi sont pour son maintien. Ils ne sont néanmoins pas opposés à une modification paramétrique, sous réserve de disposer d'un délai de revenance suffisant pour s'organiser afin de ne pas revivre l'impréparation du cycle de négociation de 2023-2024, lorsque le gouvernement a souhaité en octobre 2023 avancer la date butoir des négociations. C'est ce court délai de prévenance conjugué à la pression déflationniste exercée par le gouvernement de l'époque à l'encontre des distributeurs qui a généré des mécontentements parmi les enseignes et les industriels. Dans des conditions d'application normales, les acteurs auditionnés par le groupe de suivi lui ont indiqué qu'une négociation de 2 mois serait pertinente. À l'heure actuelle, la négociation est souvent bloquée pendant 1 mois pour s'accélérer juste avant la date butoir. Cela permettrait en outre d'alléger les ressources que l'entreprise dédie un quart de l'année à ces négociations commerciales. À des fins de simplicité, il estime aussi que cette date doit être la même pour tout le monde. Les négociations de 2024 ont fait office d'expérimentation. Or, les PME qui ont conclu leur contrat au 15 janvier n'ont pas été mieux traitées que les autres. C'est même l'inverse. Pour les PME qui le veulent, la négociation anticipée avant les grands groupes peut déjà être formalisée au moyen de chartes avec la grande distribution. Cela doit être poursuivi pour celles qui le souhaitent.
une formalisation de ces pratiques au moyen de chartes doit être privilégiée à l'inscription plus rigide d'un seuil de chiffre d'affaires au sein de la loi. Les rapporteurs préconisent donc de préserver le principe d'une date butoir fixe sans différenciation selon la taille des entreprises, tout en prévoyant pour le cycle postérieur à 2025 des négociations plus courtes. Clause le 1er février. La pratique de négociation des TPE et PME avant les grands groupes, déjà fort formalisés au moyen de chartes avec la grande distribution, doit être encouragée pour les entreprises volontaires. 2. Améliorer l'effectivité de la sanctuarisation de la matière première agricole. Les rapporteurs estiment que l'amendement de la sanctuarisation de la matière première agricole constatée en 2024 devrait entraîner un renforcement des contrôles de la DGCCRF. Au-delà du formalisme du contrat sur l'économie de ce dernier, il appelle à ce que les résultats des enquêtes sur la sanctuarisation de la matière première agricole soient portés à la connaissance du Parlement et publiés. En outre, depuis la loi Egalim 2 de 2021, les contrats amont et aval incluent une clause de révision automatique du prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole MPA. Malgré leur intérêt démontré, lors des épisodes récents de variations importantes du coût des matières premières, le fonctionnement de ces clauses demeure insatisfaisante. Elles n'ont d'ailleurs pas empêché les renégociations en marge des contrats en 2022 et 2023. Selon la DGCCRF, certaines clauses ont fonctionné et ont permis d'aboutir à des baisses dès juin 2023 sous l'impulsion du ministère de l'économie concernant des produits à forte composante agricole. Par exemple, dans le secteur de la charcuterie et de la panification, d'après le médiateur des relations commerciales agricoles, elles ont été activées dans seulement 20% des cas en 2023. En 2024, l'analyse par la DGCCRF de plus de 1400 contrats a montré que 85% des contrats prévoient une clause de révision automatique du prix conformément à la loi Egalim 2. En général, l'absence de clause n'est pas une anomalie. Elle s'explique par l'absence d'indicateurs pertinents. Le statut de grossiste du fournisseur ou le fait qu'en raison de la nature des produits, le prix est négocié de gré à gré de façon hebdomadaire. C'est par exemple le cas de la viande destinée au rayon boucherie traditionnelle par exemple. Pour les rapporteurs, leur principal défaut tient à ce qu'elles ne sont pas soumises au principe de non-discrimination et font parfois l'objet d'une négociation dans la négociation, visant à la fixation de seuils très élevés de déclenchement ou l'utilisation d'indicateurs non représentatifs des prix d'achat réels des industriels. Pourtant, selon eux, ces clauses de révision du prix ont démontré leur intérêt et produisent les effets attendus lorsque leur construction reflète bien les modalités d'approvisionnement en MPA ainsi que le cycle de production de l'industriel. Les rapporteurs estiment que les clauses de révision automatique du prix en fonction de l'évolution de la matière première agricole devraient figurer dans la CGV de l'industriel, au même titre que la part de matière première agricole. Pour la détermination du tarif, la présence de cette clause dans la CGV de l'industriel l'inclurait ainsi dans le socle unique de la négociation. En conséquence, il préconise de supprimer l'obligation d'insérer dans le contrat une clause de renégociation automatique du prix, obligation qui peut être source de confusion pour les plus petites entreprises, d'autant plus que cette clause n'est que très peu utilisée. À la place, une clause prenant en compte l'évolution des coûts de matières premières industrielles, qui ne sont que trop peu répercutés serait souhaitable. 3. Une avancée notable concernant les pénalités logistiques qu'il faut poursuivre. Les deux dernières lois Egalim de 2021 et de 2023 ont apporté des avancées concrètes en matière d'encadrement des pénalités logistiques. Dès 2023, des améliorations concernant la réduction des déductions d'office des pénalités de la facture ont été constatées en lien avec l'application
de la loi Egalim 2 qui prohibe ces pratiques. Selon la DGCCRF, les enseignes ont également mis à jour leurs conditions logistiques pour tenir compte des dispositions issues de la loi Egalim 2. En 2024, 82% des fournisseurs interrogés par la DGCCRF mi-2024 n'en avaient pas constaté au cours de l'année passée. La part de pénalités infligées sans justification a également diminué. Néanmoins, la preuve du manquement fait générateur de la pénalité et du préjudice justifiant une pénalité logistique reste insuffisante. Selon la DGCCRF, 50% des fournisseurs constatent des insuffisances en matière de communication, de la preuve du manquement ou du préjudice. La loi du 30 mars 2023 a encore renforcé l'encadrement des pénalités logistiques en les plafonnant à 2% de la valeur des produits relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle a été constaté le manquement. Selon la DGCCRF, les conventions logistiques ont été mises à jour à la suite de l'entrée en vigueur de la loi pour 60% des industriels interrogés. 73% d'entre eux indiquent que le plafond de 2% du montant des pénalités est respecté par les enseignes. En outre, des divergences d'interprétation demeurent entre distributeurs et fournisseurs concernant la catégorie de produits qui fait office d'assiette des pénalités. Plusieurs industriels ont signalé que la notion de catégorie produit à laquelle s'applique le plafond de 2% est exagérément source d'interprétation dans le but d'augmenter artificiellement l'assiette des pénalités. À ce sujet, les rapporteurs rappellent que le taux de 2% fixé par le législateur est bien un plafond et non un forfait et qui doit être proportionné. Les rapporteurs recommandent de préciser les modalités d'application des pénalités logistiques à l'aune des enseignements des contrôles de la DGCCRF pour aller au bout de l'intention du législateur formulée en 2021 et 2023. L'expérimentation du préavis en l'absence d'un accord de premier bon résultat, introduite par l'article 9 de la loi du 30 mars 2023, l'expérimentation de la possibilité pour le fournisseur d'appliquer un préavis de rupture en l'absence d'accord entre les parties à la date butoir des négociations a joué son rôle en 2024. Contrairement aux critiques formulées par ces détracteurs, ce préavis n'est pas une prolongation des négociations ni un avantage indu donné aux fournisseurs. Il permet de corriger partiellement le rapport de force qui permettrait auparavant aux distributeurs de rompre la relation commerciale en l'absence d'accord à la date butoir. Le principe est d'ailleurs que les conditions du préavis ne doivent pas placer une partie dans une situation plus favorable par rapport aux entreprises ayant conclu leur convention annuelle dans le délai légal. Comme le prévoit la loi, le prix appliqué pendant la durée du préavis doit tenir compte des conditions économiques du marché. Pour l'application de ce principe, le médiateur, qui a été saisi d'une quinzaine de cas en 2024, a demandé aux parties de lui communiquer à son seul usage les prix pratiqués par les autres fournisseurs ou les autres enseignes, ce qui n'a pas posé de difficultés. Les rapporteurs saluent cette lecture de la règle fixée par la loi de 2023, qui semble avoir donné de bons résultats malgré de nombreuses critiques formulées à son égard. Le cas échéant, il appelle donc à une prolongation du dispositif au-delà de 2026. C. Mieux documenter les effets de la guerre des prix sur la valorisation de la matière première agricole française. 1. Mieux évaluer le relèvement du seuil de la revente à perte. Le rapporteur déplore l'absence d'évaluation de l'expérimentation du relèvement du seuil de revente à perte SRP plus 10%, prolongé par la loi dite ASAP de 2020 jusqu'au 15 avril 2025. Il rappelle la circonspection du Sénat dès 2018 sur ce dispositif inflationniste,
qui n'a pas démontré son effet bénéfique en cascade sur la rémunération du producteur, le rapport qui devait être transmis au Parlement. Le 1er octobre dernier, sous l'utilisation du surplus de chiffre d'affaires engendré par la mise en œuvre du SRP plus 10%, n'a été remis qu'en mai 2024 et surtout ne fait que constater l'impossibilité pour les distributeurs de rendre compte de l'usage qui a été fait de ce surplus de chiffre d'affaires pour les années ultérieures à 2019. Néanmoins, les rapporteurs sont conscients des effets assurément néfastes pour les agriculteurs d'une guerre de prix entraînée par la fin du SRP plus 10%. Les rapporteurs alertent donc sur la nécessité de diligenter une véritable évaluation du dispositif pour mieux documenter ses effets, y compris sur les produits vendus sous MDD. Avant d'envisager une pérennisation, l'évaluation du SRP plus 10% doit également être intégrée au sein d'une réflexion plus globale sur la logique d'Egalim, puisque le dispositif puise sa justification dans la sanctuarisation de la matière première agricole. Pendant du SRP plus 10%, l'expérimentation de l'encadrement des promotions à 34% en valeur et 25% en volume a été prolongée jusqu'au 15 avril 2026. Les auditions menées par les rapporteurs soulignent d'ores et déjà les effets positifs de l'extension de cet encadrement à tous les produits de grande consommation. À partir du 30 mars 2024, parmi eux, la hausse du nombre de références en promotion ou le lancement de nouveaux produits sur des catégories habituellement très bataillées en promotion. Les rapporteurs se positionnent donc en faveur du maintien du dispositif et de sa prolongation au-delà de 2026. Ils mettent en garde contre le cagnotage qui semble se développer en alternative aux promotions désormais encadrées sans avoir le même intérêt pour les industriels en termes de développement de volume. 2. Renforcer notre information sur l'origine et le prix des produits vendus en grande distribution. À la suite à leur préoccupation quant au décrochage des marques nationales de la ferme France dans un rayon, les rapporteurs souhaitent améliorer le suivi des prix et de l'origine des produits vendus sous MDD et de marques nationales dans la grande distribution. À la connaissance du groupe de suivi, aucune étude officielle n'existe actuellement concernant l'origine de ces produits. Les chiffres anciens de l'Observatoire de l'origine France d'Olivier Dauvert de novembre 2015 montraient que les marques nationales étaient mieux disantes que les MDD, et plus encore que les premiers prix concernant l'origine France. Par exemple, 63% des produits de marque nationale de l'échantillon annonçaient une origine française de leur matière première, contre seulement 39% pour les produits sous MDD et 14% pour les produits premier prix. À ce titre, les rapporteurs préconisent l'instauration d'un observatoire des produits de grande consommation vendus sous MDD afin de suivre non seulement l'évolution de leur prix, mais aussi de leur origine par rapport aux produits de marque nationale. 3. Évaluer les effets de la publicité comparative portant sur les prix des denrées alimentaires. Enfin, les rapporteurs s'alertent des effets de la hausse des dépenses publicitaires en matière alimentaire et de la grande distribution ces dernières années en 2023. Les trois premiers annonceurs en France sont des distributeurs. En 2011, soit il y a plus de 10 ans, les 3 premiers annonceurs français étaient des industriels ou des entreprises des télécommunications. Les rapporteurs préconisent une évaluation des effets sur l'amont agricole, la publicité comparative portant sur les prix des denrées alimentaires, ainsi que des possibilités d'encadrer
en conformité avec le droit européen. D. Mieux encadrer les pratiques des centrales d'achat internationales. Les rapporteurs saluent l'initiative Les rapporteurs saluent l'initiative européenne en cours visant à créer un cadre commun de régulation des pratiques de centrales et à renforcer la coopération des autorités de répression des fraudes. Dans l'attente, il est nécessaire d'affirmer le caractère de loi de police des dispositions votées en mars 2023, tout en soulignant l'importance de l'aboutissement du projet d'Egalim européen et la coopération entre les autorités de répression des fraudes. Les rapporteurs estiment que le ministre devrait systématiquement prononcer des sanctions envers les centrales étrangères qui ne respectent pas le cadre issu des lois Egalim. Il appelle aussi à la responsabilité des entreprises et préconise la conclusion d'une charte de bonnes pratiques des industriels et des distributeurs, les enjoignant à exclure les produits à forte composante de MPA des négociations menées avec centrales d'achat internationales. Il recommande la transmission chaque année par la DGCCRF au Parlement des données relatives aux négociations menées en droit étranger, afin de disposer de données fiables en valeur et en volume. Liste des recommandations. Axe 1. Renforcer la construction marche en avant du prix en fonction des réalités économiques du monde agricole. Recommandation 1. Généraliser la publication des indicateurs de référence par les interprofessions. Recommandation 2. Systématiser le recours aux indicateurs de référence lorsqu'ils sont proposés par le producteur au sein des propositions du contrat ou d'accord cadre. Recommandation 3. Donner une place prépondérante aux indicateurs de coût de production au sein des formules de détermination et de révision du prix. Recommandation 4. Mentionner au sein des conditions générales de vente CGV envoyées par l'industriel aux distributeurs les indicateurs qui ont été utilisés pour déterminer le prix de la MPA à l'amont. Axe 2. Renforcer l'application de la contractualisation écrite amont. Recommandation 5. Renforcer l'accompagnement des interprofessions en matière de contractualisation. Recommandation 6. Établir et rendre public un bilan annuel des contrôles de la contractualisation présentant les principaux enseignements tirés pour assurer le suivi de la contractualisation.